Bienvenue à tous sur Médien TV. Alors depuis 1988 est célébrée sous l'égide de l'OMS la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Le 31 mai est une occasion pour les acteurs de la santé de s'unir dans leur lutte contre ce qui est considéré comme la plus dangereuse des addictions. Et on en parle tout de suite avec deux spécialistes. Le professeur Mohamed Ibrahimi. Bonjour professeur, vous êtes pneumologue, et le docteur Iman Kandili. Vous êtes psychiatre, addictologue. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Et je commence avec vous, professeur Ibrahimi. On va mettre cette thématique dans son contexte global, à savoir cette pandémie. Et selon les statistiques, une personne qui fume a 50% plus de chances de faire une forme grave de la Covid, voire d'en mourir. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Oui, c'est-à-dire que la fumée de tabac, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, je ne sais pas si les 50% sont un vrai chiffre, mais en tout cas, on a l'impression que les gens qui fument sont à même de faire, ils ont plus de chances de faire le Covid, plus de probabilité, je dirais, pour ne pas dire chance, de faire du Covid que le sujet qui ne fume pas. Et plus de probabilité, comme vous dites, de faire une forme grave. Une forme grave, ça veut dire quoi ? Une forme de grave de Covid, ça veut dire que vous avez une atteinte bilatérale des deux poumons, vous avez une hypoxémie, qui est responsable d'une diminution du taux d'oxygène dans le sang et qui de même va vous entraîner vers une hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation. C'est la forme grave qui a besoin d'une hospitalisation et de l'oxygène, et peut-être même de l'oxygène de longue durée. Alors, docteur Iman Kandili, justement, dans la lutte anti-tabac, est-ce que cet argument peut servir, peut motiver à arrêter de fumer? Alors, c'est un argument qui, on va dire, dans l'appréhension générale par rapport à la Covid, qui, on va dire, terrorise, parce qu'on a vu comment s'est passée l'année, même si ça commence à se tasser. C'est un argument fait. Un des arguments qui ont poussé certaines personnes à envisager le soin, donc l'arrêt, mais aussi la pratique d'une activité physique, la perte de poids, parce que l'obésité aussi rentre en compte dans les Covid sévères, donc avec tout ce que ça peut engendrer comme diabète, etc. Donc oui, on va dire que cette crise sanitaire a permis aux citoyens de par le monde de pouvoir repenser leur santé, de pouvoir repenser la réduction des risques dans sa globalité, et le tabac en fait partie sous différentes raisons, particulièrement la cigarette conventionnelle et ce qu'elle peut impliquer sur le plan respiratoire et pulmonaire. Alors, cette campagne ou cette journée mondiale 2021 est célébrée sous la thématique « S'engager à arrêter ». Pour la psychiatre que vous êtes, ça veut dire quoi l'engagement justement contre l'addiction ? Ça veut dire quoi s'engager à arrêter de fumer ? C'est le premier pas ? S'engager à arrêter de fumer, je dirais être motivé à arrêter de fumer. Alors, l'engagement est difficile quand il s'agit d'addiction, parce que la personne n'est pas dans le mensonge ou dans l'absence d'engagement, elle est dans la difficulté à gérer un produit addictogène qui est le premier produit addictogène de par le monde. La nicotine est un produit très addictogène, beaucoup plus que d'autres produits. Donc la personne n'est pas dans une absence de volonté ou d'engagement, elle est dans un processus de motivation. Déjà, elle sort d'une pré-contemplation par rapport à un effet pour démarrer un processus d'arrêt. Maintenant, selon les personnes, selon les fragilités, selon les forces et les faiblesses de chacun, l'environnement et l'appétence pour ce produit et le niveau d'addiction, parce que quelqu'un qui fume une dizaine de cigarettes par jour ou 5 cigarettes par jour, on n'est pas une personne qui fume 2 paquets ou 2 paquets et demi. Donc il y a différentes choses qui rentrent en compte. Et puis déjà être dans ce premier pas de vouloir arrêter est déjà une bonne chose. Maintenant, l'arsenal thérapeutique mis en place de par les patchs et puis les différents médicaments qu'on peut aussi prescrire comme le bupropion ou autres pour aider à l'arrêt, ainsi que les thérapies cognitivo-comportementales, d'autres vont vous parler d'hypnose ou les produits à risque réduit, c'est la boîte de Pandore qui fera avec 1 ou 2 ou 3 outils, ou permettra à la personne de pouvoir tenir un engagement envers elle-même et réduire les risques quant à sa santé. Professeur Ibrahimi, pour vous, l'engagement, c'est quoi justement pour la personne qui fume, qui veut arrêter de fumer, s'engager à arrêter, ça passe par quoi ?
S'engager à arrêter, c'est déjà avoir la volonté d'arrêter de fumer, c'est déjà avoir cette volonté-là. Et puis l'engagement, c'est peut-être bifurquer et vers des produits qui vont vous aider à substituer la nicotine. Donc vous avez des produits de substitution de la nicotine, mais qui malheureusement ne sont pas tellement efficaces, alors que vous avez de l'autre côté des produits qui sont dits des produits avec moindre de risques, comme le tabac qui est chauffé et qui donne beaucoup moins de risques que le tabac traditionnel. Donc pour les gens qui n'arrivent pas à stopper, peut-être qu'ils ont essayé peut-être des produits nicotiniques de substitut, peut-être qu'ils ont intérêt à bifurquer vers l'autre voie, la voie royale, qui donne plus de probabilité de sevrage, qui sont la cigarette électronique et les produits de tabac chauffé. Alors, c'est quoi ce tabac chauffé, justement? Comment ça fonctionne? Alors, le tabac chauffé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de combustion. Il faut dire que c'est la combustion de la cigarette qui vous fait monter la température de la cigarette à 900 degrés, qui a même de libérer des produits cancérigènes, libérer l'oxyde de carbone, libérer des goudrons et des cancérigènes. Pour le tabac chauffé, vous êtes à une température de pratiquement 350-400 degrés et bien sûr, vous allez chercher la satisfaction par la nicotine, mais vous n'avez pas le reste qui est les autres produits de tabac qui, quand ils sont à une combustion forte, vont vous donner des cancérigènes. D'un autre côté, vous avez les produits, la cigarette électronique, c'est du formaldéhyde avec un peu de nicotine et qui est chauffé aussi à 300 degrés et que là, vous n'avez que de la nicotine et du formaldéhyde. Voilà. Mais finalement, pardon, allez-y, professeur. Finalement, beaucoup moins de risques. Au lieu de dire aux gens, écoutez, mettez un patch ou autre, et surtout s'ils l'ont mis et que ça ne donne rien, peut-être leur dire, bon, vous avez une autre voie qui vous donne moins de risques que la cigarette traditionnelle et qui va vous permettre de vous sevrer de la cigarette traditionnelle, qui sont la cigarette électronique et les produits chauffés de tabac. Voilà. Mais est-ce qu'une personne qui essaie d'arrêter de fumer se sevre finalement de tout ce qui accompagne la cigarette à travers ces produits-là comme la cigarette électronique ou le tabac chauffé, à savoir la gestuelle, tirer sur quelque chose peut-être le matin après le déjeuner, enfin l'atmosphère apportée par la cigarette, le rituel de la cigarette, c'est aussi un rituel addictif et il est préservé avec ces produits. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès des produits chauffés et de la cigarette électronique, parce qu'en fait, vous avez tous ces rituels. Vous avez la forme de cigarette, le sujet tire sur la cigarette, il a une fumée ou de la vapeur qui va ressembler à la cigarette traditionnelle. Ce qui n'est pas le cas des substituts nicotiniques tels que le patch, le chewing-gum ou autres, où vous n'avez pas ces rituels. Donc, ce qui fait le succès de la cigarette et des produits de tabac chauffé, c'est justement de conserver toute la rituelle et d'aller vers sa cigarette au moment de repas, avec un café ou sans café, après le repas ou avant le repas, et garder tous ces rituels et en même temps avoir moins de risques que la cigarette traditionnelle. C'est ce qui fait le succès de la cigarette, des produits chauffés. Alors, docteur Iman Kandili, quand on parle de sevrage et quand on parle d'addiction, c'est aussi cet environnement, cette ambiance. Est-ce qu'on est parfaitement plus addict lorsqu'on passe par ces substituts, ou finalement le fait de garder ces éléments-là du quotidien, tirer sur quelque chose, avoir une fumée, avoir un rituel qui est préservé, eh bien on reste dans l'addiction? Alors écoutez, il faut bien définir la dépendance, que la dépendance à une substance est également psychologique, elle n'est pas seulement physique. Alors la dépendance psychologique, c'est toute cette ritualisation et puis ce contexte dont on parle, c'est comme poser son café sans pouvoir allumer sa cigarette, ou alors le même endroit où j'ai des habitudes, où je vais reprendre certaines habitudes par rapport à une substance. Toutes ces choses-là font que la ritualisation et la dépendance psychologique et le contexte fait que arrêter de fumer et souvent faire le deuil d'un grand ami qui nous a accompagnés pendant des années, bien que cet ami nous soit délétère pour la santé. Maintenant, quand on parle
d'addiction, on parle de dépendance. La réduction des risques va permettre, en étant une troisième voie, de ne pas être dans la loi du tout ou rien et d'être dans une possibilité d'améliorer ou de réduire les risques par rapport à la santé. Donc ces produits potentiellement à risque réduit, qui sont la cigarette électronique ou les produits de tabac chauffé, en sachant qu'il y a eu beaucoup plus d'études concernant le tabac chauffé que la cigarette électronique, qu'il y a cette difficulté de ne pas être en conscience de savoir ce qu'on fume quand on fume une cigarette électronique qui va pouvoir, grâce à une pile, rester fonctionnelle pendant 72 heures. On n'a pas conscience de combien on a fumé, alors qu'avec les sticks du tabac chauffé, c'est quand même un début et une fin. Donc, c'est des sticks de 20 puffs comme une cigarette conventionnelle, sauf qu'il n'y a pas de combustion. Donc, les produits inhérents à la combustion qui sont délétères sur le plan cardiovasculaire et organique sont moindres et seraient potentiellement à risque réduit pour la santé. Donc, il y a cette différence où quand on switch vers la cigarette électronique, on risque de se retrouver à fumer plus une cigarette conventionnelle quand le switch se refait, et qu'avec le tabac chauffé, on a plus conscience en réduisant les risques de ce qu'on fume. Maintenant, pour être pragmatique et revenir à la science, la FDA, qui est la Food and Drug Administration américaine, a adopté le tabac chauffé comme étant un produit à risque réduit. Donc ça, c'est le fait. Et maintenant, la discussion et la polémique se trouvent à l'OMS et les études sont nombreuses scientifiquement concernant le tabac chauffé. Et donc, et non pas la cigarette électronique qui reste aussi à polémique. Maintenant, toute chose qui amènerait, vous savez, on prend les héroïnomanes, on est bien content que le taux de mortalité soit plus bas, que ces personnes puissent s'insérer sous méthadone, que sans méthadone et avoir un taux de mortalité élevé et des MST élevés. Alors, la substitution est là pour pouvoir réduire les risques en matière de santé quand on ne peut pas, parce que la réalité de terrain est là, quand on ne peut pas lutter contre un produit qui est là, qui est bien présent, et d'autant plus dans des pays comme le nôtre, parce qu'en Afrique, il est encore, entre guillemets, moderne de fumer et non pas has-been, entre guillemets, comme dans d'autres pays anglo-saxons ou autres. Donc la réalité de terrain fait qu'il faut adopter scientifiquement des démarches pour pouvoir améliorer la santé des gens. Alors, vous parlez justement de démarches scientifiques, vous parlez de produits de substitution. Or, par exemple, ce qu'on constate avec la cigarette électronique, c'est souvent, entre guillemets, pour utiliser un terme scientifique, c'est souvent de l'automédication. Est-ce qu'il faut que ce soit orienté, ce genre d'alternative, de substitut, Dr Kandili? Alors, orienté, je mets un bémol. Par contre, il faut savoir ce qu'on a sur le marché, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit structuré, il faut qu'il y ait des doses de nicotine, d'acroléine, il faut savoir quelle cigarette électronique on vend, et puis gérer au niveau du marché noir également. Maintenant, c'est cette structuration et de savoir quels sont les produits qui sont permis ou pas, qui est très importante, particulièrement quand on doit faire de la prévention auprès des ados. Car les produits à risque réduit, il faut bien le noter, les cigarettes électroniques ou tabac ou autres, ce ne sont pas des produits qui viennent remplacer une initiation à la cigarette, ce sont des produits pour aider les fumeurs invétérés à baisser leur consommation, voire à arrêter de consommer. Donc ça, il faut bien préciser. Et il faut c'est très important de travailler en amont, et en amont c'est la prévention et la prévention, et la politique de prévention par contre est quelque chose qui n'est pas inhérent à une journée. Moi je trouve ça bien dommage. On a une journée pour l'amour, on a une journée pour les cancers, on a une journée pour le tabac, alors que ce sont des sujets sur lesquels on devrait parler tous les jours. Maintenant, la prévention auprès des jeunes est très importante, particulièrement certains produits ou cigarettes électroniques à la mode comme la Joule et qui sont délétères pour la santé. Et donc le but quand même pour les nouvelles générations, c'est de ne pas du tout porter une cigarette ou quel que soit le produit à la bouche. Ça, c'est très important. Ça, c'est le vrai travail, à mon avis, d'amont pour pouvoir aider les futures générations. Maintenant, quand on est devant des fumeurs et qu'on doit améliorer leur santé, les produits à risque réduit sont une forme de substitution, bien entendu, qu'il faut envisager, puisque la prohibition n'a jamais marché de toute façon, que ce soit avec le tabac ou tout autre produit qui aurait été interdit complètement auparavant. Absolument. Mais comme vous dites, en fait, la thématique de cette année, elle s'adresse à ces 100 millions de personnes concernées, à savoir ces fumeurs. C'est vrai que la thématique de cette année 2021 n'est pas dans la prévention, mais elle est vraiment dans arrêter, s'engager à arrêter. Donc, elle s'adresse vraiment aux personnes qui fument. Professeur Ibrahimi, justement, les patients que vous accompagnez, ils vous rapportent quoi? Quelle est la partie la plus compliquée du sevrage?
La partie la plus compliquée de sévrage, c'est quand ils veulent vraiment arrêter. Est-ce que le malade qui vient vous voir parce qu'il a un problème respiratoire, est-ce qu'il est prêt à arrêter? S'il n'est pas prêt à arrêter, vous avez beau utiliser tous les moyens, il n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas la volonté. Donc je pense que la partie la plus importante et qui est la plus, je dirais, c'est qu'il veuille déjà et qu'il soit conscient de la gravité du tabagisme pour qu'il puisse se mettre sur les rails du sevrage tabagique. Maintenant, le sevrage tabagique, vous avez vu, Iman Kandili en a parlé largement, le sevrage tabagique, c'est plusieurs méthodes. Et il nous semble, ce qui semble les méthodes qui donnent le plus de résultats, c'est quand même le tabac chauffé ou la cigarette électronique, je le répète. Je m'excuse de répéter comme ça, mais c'est le message principal pour vous. Alors, les cigarettes électroniques, on sait que ça se vend partout. Le tabac chauffé, ça se vend aussi. Est-ce que c'est disponible au Maroc, Docteur Ibrahimi? Alors, le tabac chauffé, pas encore. La cigarette électronique, elle existe, mais le tabac chauffé ne saurait tarder à être mis sur le marché marocain. Je pense que c'est vers septembre ou décembre, quelque chose comme ça, il devrait être sur le marché marocain. Voilà. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes avant de conclure. Je reviens vers vous, docteur Iman Kandili, pour quand même faire de la sensibilisation, même si cette journée mondiale, telle qu'elle est programmée par l'OMS, s'adresse à ceux qui fument et qui veulent arrêter de fumer, notamment avec la liste des 100 raisons qui pourraient pousser une personne à fumer. Donc, c'est disponible sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Mais avec vous, la prévention passerait par quoi ? Comment on ferait en sorte que les jeunes ne touchent pas? Alors, juste pour revenir à quelques définitions de base, parce que c'est là où la dichotomie, en fait, nous perd. Les gens qui sont fumeurs et pour lesquels on voudrait passer à des produits de substitution et à une politique d'arrêt, c'est de la prévention tertiaire. C'est de la réduction des risques. Donc, nous sommes toujours dans la politique de prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. Maintenant, on va dire une stratégie de réduction des risques, une stratégie d'arrêt ou de substitution ne peut se faire sans une stratégie de prévention primaire auprès des jeunes ou moins jeunes qui ne fument pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas continuer en aval à vouloir soigner les gens tout en continuant à produire des fumeurs en permanence. C'est-à-dire il faut déjà que cette idée de cigarettes conventionnelles et de tabac puisse investir les mentalités comme étant quelque chose de nocif pour la santé. C'est tout le gros du travail de fond. Donc aujourd'hui, oui, la thématique est la prévention tertiaire, mais la prévention tertiaire est qui est l'arrêt. La prévention tertiaire, c'est l'arrêt et réduire les risques par rapport à des personnes qui ont déjà fumé 20 ans, 25 ans pour qu'ils récupèrent une santé. Cette thématique-là, oui, mais c'est une thématique de tous les jours parce que quand on en parle une fois l'année, comme beaucoup de maladies ou d'autres sujets qui nous tiennent à cœur, moi je pense que c'est une bataille de tous les jours et vu la crise Covid et l'impact pulmonaire et l'impact sur la santé, comme le sucre ou d'autres produits, mais il se trouve que le tabac étant en 2030 un des produits qui touchera, selon l'OMS, qui tuera le plus avec le sucre, ce sont des batailles à mon avis de tous les jours pour la santé de tous les citoyens dans le monde. Alors, si vous vous souvenez bien, Dr Kandili, on en a parlé il y a quelques semaines de la lutte anti-tabac. On se dit tout avec vous, justement. C'est un des sujets récurrents dans l'émission. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été là. Merci de vous être mobilisés pour nos téléspectateurs. Professeur Ibrahimi Mohamed, vous êtes pneumologue. Dr Iman Kandili, vous êtes psychiatre addictologue. C'était un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Un grand merci à tout le monde en régie et à très vite pour un nouvel épisode.